Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ou encore ce genre de vidéo? Ou même ça? Et vous vous êtes jamais dit, ça fait quand même beaucoup de plastique, non? C'est une remarque que je me suis fait plus d'une fois et c'est un constat que je fais et qui commence à être de plus en plus récurrent. Mais je suis forcé de constater que beaucoup de vidéos aujourd'hui sur l'impression 3D font usage de l'impression 3D pour, malheureusement, pas les bonnes raisons. Aujourd'hui, les impressions sont beaucoup plus accessibles, les machines sont beaucoup plus perfectionnées, mais aussi on va avoir des coûts qui ont été réduits un peu partout. Donc aujourd'hui, ça coûte plus trop cher, entre guillemets, ça dépend de ce que vous achetez, et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile d'usage. Donc forcément, c'est beaucoup plus de gens qui vont se mettre à imprimer et on va imprimer beaucoup plus de choses. Le déclencheur de la vidéo là, je le fais suite à une vidéo de Emily's Engineer qui s'est mis en tête de faire le plus gros benchy possible et de pouvoir naviguer avec. Get me out of here, coach. Oh my gosh. Alors, c'est une vidéo qui est très sympathique, sa chaîne est top, elle fait de très très bonnes vidéos, moi personnellement j'adore. C'est une chaîne qui est anglaise, alors pour ceux qui sont pas très copains avec l'anglais, vous inquiétez pas, on parlera de vidéos françaises aussi. Aucune haine contre Emily, hein. Elle fait des super vidéos qui sont très intéressantes à regarder, néanmoins c'était pour moi en regardant cette vidéo l'élément déclencheur de cette réflexion. Et la réflexion est la suivante, c'est est-ce qu'on n'aurait pas tendance à gâcher un petit peu trop sous prétexte de content first? That's going to take a lot of plastic and a lot of printers. And guess what? It took a lot of plastic and a lot of printers. Si je reviens sur la vidéo de Emily, donc elle a imprimé un énorme benchy avec, je sais plus, je vais essayer de retrouver le nombre de bobines plastiques, donc le nombre de kilos, puisqu'on est sur des bobines de 1 kg. Tout ça pour un benchy qui, même en petite version, on sait qu'il flotte pas bien, c'est-à-dire qu'il se retourne, il est pas du tout équilibré ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que le benchy, le petit benchy qu'on utilise pour calibrer son imprimante ou voir si ça se passe bien, soit dit en passant, c'est pas le seul moyen de calibrer une imprimante et c'est peut-être même aujourd'hui un moyen un peu dépassé. Mais ça reste toujours très conventionnel. Donc elle l'a quand même imprimé en version plus grand, tout ça pour au final se rendre compte que il fallait des stabilisateurs de chaque côté parce qu'il ne flotte pas bien. Et c'est pas la seule vidéo de sa chaîne où on retrouve de très gros objets avec uniquement de l'impression 3D pour les fabriquer. Le problème qu'il y a n'est pas forcément de vouloir faire un benchy, c'est sympa, mais le problème c'est que au-delà de la vidéo, on est quasiment sûr et certain que ça ne servira jamais, parce que le benchy ne flotte pas bien, que c'est pas un bon projet en soi, entre guillemets. Que tu t'amuses à faire une barque imprimée en 3D, en fait, il y a peut-être un usage derrière, tu vas peut-être le réutiliser. J'ai vu des gens fabriquer des bateaux. Il y a des années, je regardais une chaîne allemande qui s'amusait à fabriquer des sous-marins avec 2 baignoires collées l'une sur l'autre. Alors ok, c'était complètement absurde, mais c'était déjà beaucoup moins du gâchis parce que c'était beaucoup de récupération, et en plus de ça, ils l'ont ressorti sur beaucoup plus de vidéos. Alors, à voir si Emily va ressortir d'autres vidéos sur ce même benchy, mais moi ce que je crains au regard de ces autres vidéos, c'est qu'on ne le revoit jamais, donc ça aura été une grosse impression pour une vidéo. Et c'est là où j'ai un problème. J'ai une question pour vous. Quand vous regardez des vidéos Insta, TikTok ou YouTube, combien de fois vous êtes tombé sur une personne qui fabrique un objet 3D parce qu'il a vu quelqu'un d'autre fabriquer cet objet 3D? Ok, il l'imprime et globalement la conclusion est la même que dans la vidéo originale de là où il a trouvé le modèle. Est-ce que vous aussi vous vous dites finalement c'était quoi l'utilité si ce n'est juste de essayer? Et la deuxième question c'est est-ce que ça valait vraiment le coup d'essayer? Parce que honnêtement j'en ai vu beaucoup des gens qui impriment plein d'objets pour juste voir, ils ont vu une vidéo de quelqu'un qui teste et ils testent aussi. Pour faire, je sais pas, un contre-test, donner un deuxième avis. Mais comme je disais juste avant, c'est devenu facile et accessible. Alors attention, je ne veux pas tenir un discours élitiste à dire l'impression 3D ça ne sert qu'à faire ses propres protos. Non, pas du tout. Non, pour moi l'impression 3D c'est une vraie révolution, ça a un véritable avantage et ça doit être accessible à tous. Ça permet d'innombrables choses, y compris imprimer des objets qui existent déjà. Le problème c'est de le faire pour une vidéo. Il y a aussi une remarque que je me suis faite qui est que depuis les débuts de l'impression 3D, les gens ont ce que j'appelle la maladie des boîtes. Ce que j'appelle la maladie des boîtes, c'est la tendance que les gens ont à vouloir imprimer d'innombrables rangements avec l'impression 3D. Vous cherchez box sur Printable, sur Makerworld ou quoi que ce soit, vous en aurez des pelles et des pelles et des pelles. Si on compare avec une boîte qui nécessite à peu près 1 heure d'impression, vous n'allez pas en faire 150. Ou alors si vous le faites, c'est un peu une grosse perte de temps et d'énergie aussi accessoirement, parce que votre imprimante, elle tourne pas gratuitement.
Là où une industrie avec presse à injection va faire des boîtes avec un bien meilleur rendement. Certes, bien souvent, ces mêmes boîtes en plastique assez simples sont vendues parfois un peu trop cher pour ce que c'est. Ça demande de chercher un petit peu plus et parfois de se contenter de ce qui existe. Néanmoins, il existe des cas particuliers, comme Infinite Storage, dont je vous mettrai un lien en description, qui est un projet de stockage modulaire intégralement imprimé en 3D. Pour le coup, il nécessite bien plus de fonctionnalités qu'une simple boîte et c'est beaucoup plus compréhensible de l'imprimer en 3D, même si des alternatives similaires existent. Pour aller du côté plus francophone, on va parler de Henri Ajax. C'est un youtubeur que j'apprécie énormément et qui est pour moi une des meilleures figures du DIY sur YouTube. Personnellement, il m'inspire énormément et je compte en parler avec toute la bienveillance qu'il se doit puisque pour moi, il n'est absolument pas à blâmer. Dans plusieurs de ses vidéos, on retrouve beaucoup d'impressions 3D, notamment celle du flipper, ou alors celle des toilettes distributeurs de boissons. Alors pour le flipper ça reste un jeu donc c'est plus utile, pour les toilettes c'est un peu plus absurde et pas forcément très utile mais d'un autre côté ça a quand même une véritable fonction. Néanmoins dans la vidéo du distributeur toilette on remarque un autre souci. C'est pas la seule fois où ça arrivé sur sa chaîne mais je vais prendre cette vidéo en exemple. Dans la vidéo on peut voir un passage où il récupère la cuvette imprimée en 3D et dans ce fameux passage on peut voir qu'il imprime plusieurs fois la même cuvette au cas où il y aurait un problème d'impression 3D. Et j'en avais fait une deuxième au cas où pour être sûr qu'on puisse tourner aujourd'hui. Et du coup, on va la stopper parce que voilà, on n'a pas besoin de deux. C'est-à-dire qu'il a imprimé plusieurs fois le même objet, alors qu'il n'en a besoin de qu'un, seulement au cas où l'un d'entre eux se passerait mal et il pourrait quand même tourner puisqu'il aurait les pièces qu'il lui faut. La question que je me pose c'est, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je peux comprendre qu'il ait des deadlines et qu'il ait des contraintes techniques, notamment avec la tentative de taille du cube de bois. Beaucoup trop dangereux. Non mais je vais mourir clairement là. On arrête ça tout de suite. Mauvaise idée. Qui s'est avéré être un échec et qu'il a dû remplacer par l'impression 3D. Le problème c'est qu'on se retrouve du coup avec deux impressions, une qui va servir et une qui va être totalement gâchée. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou est-ce qu'il y aurait eu d'autres alternatives? On peut avoir une idée mais on n'aura jamais le véritable fin mot. Néanmoins ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure avec le choix de la facilité. C'est plus simple d'imprimer deux fois la pièce juste au cas où. Donc avec tout ça, quelles problématiques on peut déduire? Eh bien il y en a deux. La première, ça va être la consommation de matière. On utilise du plastique sous forme de filament qui, une fois imprimé, n'est pas réutilisable. En tout cas pas par l'imprimante elle-même, il faudra passer par différentes étapes et on y reviendra après. La deuxième problématique, ça va être la consommation énergétique. Pour imprimer, on a besoin d'énergie. Alors peut-être que la quantité d'énergie peut être dérisoire au regard de ce qu'on imprime. En effet, une imprimante 3D, c'est pas un four non plus, ça consomme pas 10 000 watts, mais néanmoins, ça reste quand même une certaine consommation. On a des éléments chauffants, on a des éléments en mouvement, les moteurs, On a aussi des éléments plus de contrôle ou communication. Par exemple chez Bamboo Lab, je vais parler uniquement de cette marque parce que j'en ai une. On retrouve des éléments de contrôle à distance comme l'application mobile avec le retour vidéo ou l'application PC par lesquelles on peut envoyer des impressions, configurer l'imprimante. Mais tout ça aussi forcément ça a un coût énergétique. Pour communiquer avec l'imprimante à distance, ça veut dire qu'on doit passer par un système de cloud, en gros internet. Ce qui veut dire qu'il y a des serveurs qui tournent du côté de chez Bamboo Lab et potentiellement aussi plus de consommation sur l'imprimante elle-même puisqu'elle envoie plus souvent des données. Pour en finir avec les problématiques, on va reparler un petit peu du recyclage qui s'inscrit dans le besoin matière. En effet, la matière consommée pour les impressions n'est aujourd'hui en l'état pas réutilisable. Alors aujourd'hui, même si on a bel et bien des projets DIY ou des machines déjà toutes faites pour retransformer le plastique imprimé en filament, c'est pas une technologie très répandue. Pour les machines déjà toutes faites, c'est horriblement cher. Et pour les projets DIY, on n'a pas des résultats qui sont satisfaisants pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ça marche, mais c'est pas assez bon. Pour le moment, on ne retrouve pas un filament de qualité commerciale, donc pour l'instant, c'est insuffisant. Alors je m'avance peut-être un peu, mais je pense que d'ici quelques temps, on peut s'attendre à voir une marque qui va proposer un élément tout en un peu comme une imprimante ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on va avoir un format assez compact, où on peut introduire du filament en petits morceaux, qui va être broyé puis refondu en filament propre et prêt à être utilisé, avec un contrôle de l'épaisseur, un contrôle de la qualité, et possiblement peut-être des additifs pour lui donner des couleurs unies. Mais tant qu'on n'a pas un produit clé en main accessible au grand public avec un prix raisonnable, on ne risque pas de voir beaucoup de recyclage dans le plastique utilisé. Ça ne règle pas tout, puisqu'on aurait toujours des problèmes liés au coût énergétique. Parce que même si on peut recycler la matière, ça a quand même un coût énergétique de soit rapatrier les déchets, soit les retransformer en fait. Alors certes, cette vidéo parle d'impression 3D. J'aimerais attirer votre attention sur une tendance globale sur YouTube. Cette tendance qu'on retrouve sur YouTube, bien souvent, c'est une tendance à l'excès. Alors on l'a vu dans tout un tas de sujets avec des concepts toujours plus extravagants, mais cette fois-ci je veux parler uniquement de la partie gâchis. Je ne parlerai pas des gâchis alimentaires.
On a vu effectivement des vidéos Coca Mentos, des challenges de bouffe. En les manipulant, forcément 3 kg, 3 kg 2 par tacos, c'est lourd et pour le coup, ça se perce. Donc il y en a qui s'est percé là, j'ai pas déjà un peu de viande. Mais on n'en parlera pas plus dans cette vidéo. Non, moi ce qui m'intéresse c'est uniquement la partie gâchis matériel. En regardant d'autres youtubeurs français, je pense que vous avez une idée de quelqu'un qui pourrait correspondre au gâchis matériel. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Le youtubeur en question c'est Amixem. Il fait d'innombrables concepts, plus ou moins intéressants, plus ou moins divertissants, ça c'est pour chacun. Néanmoins, il y a un concept qui pourrait être pointé du doigt sur du gâchis. Je parle bien évidemment des vidéos 100 et 1000 couches. C'est vrai que cette série s'appelle 1000 couches de papier, mais pour une fois, on vous a vraiment menti. Il y a des millions de couches là. C'est vraiment pas 1000 couches, parce que 1000 couches, c'est 2 ramettes. Alors c'est cool. Oui, forcément, quand vous mettez 1000 couches d'un matériau et que le seul but c'est de les traverser, ça génère beaucoup de gâchis parce qu'on va les détruire. Marrant votre jeu. Allez, vas-y. Faut faire des... Vas-y. On est dans un autre monde. Papier craft. Alors, il faut mettre un gros point d'exclamation sur ça parce que je sais qu'il y a énormément de recyclage dans ces vidéos. Dans la vidéo 100 couches de carton, il est évoqué que la majorité des matériaux proviennent de recyclage. Néanmoins, quand on regarde la vidéo de 1000 couches de papier, on peut voir un mur de ramettes. Dossier Pichon. Oui, c'est bon, c'est rangé. Même s'il évacue les ramettes en essayant de les empiler le mieux possible, il y a quand même d'innombrables feuilles qui sont juste broyées et gâchées. Prends comme ça. Toi, t'as l'habitude. Et paf. Alors certes le papier est recyclable, mais néanmoins il y a toujours une problématique de coût énergétique que j'ai évoqué plus tôt. Le problème qu'il y a avec ça n'est pas qu'une prod génère des déchets. Un film génère énormément de déchets, que ce soit les décors, que ce soit les accessoires ou quoi que ce soit. Si uniquement le cinéma génère des déchets, ça reste que quelques films par an. Je dis pas qu'il y en a que 4 et que ça génère pas grand chose et que c'est négligeable. Néanmoins, ça reste relativement contenu à un milieu. Le problème sur YouTube, c'est que n'importe qui peut faire une vidéo. Et il n'y a aucun contrôle. Aucun contrôle, certes, mais beaucoup de gens peuvent s'en indigner. Ça peut faire l'objet de gros débats et potentiellement de polémiques. Et le problème avec YouTube, c'est que plus c'est extrême, plus ça a de chances de marcher. Forcément, ça a tendance à générer du gâchis. Vous connaissez sans doute le principe de la fenêtre d'Overton, qui dit globalement que plus vous êtes exposé à quelque chose d'extrême, plus vous y habituez. Et le risque est là, c'est qu'à force de voir des concepts toujours plus extrêmes, qui mettent en scène toujours plus de gâchis, ça devienne normal, et qu'à la fin, on n'y fasse plus attention. C'est ça que je veux mettre en lumière dans cette vidéo. Il ne faut en aucun cas normaliser le gâchis. Et je pense qu'il est important, au même titre qu'un disclaimer par exemple, de préciser d'où viennent les matériaux et ce qu'ils deviennent après la vidéo. Le but n'étant pas de légitimiser le gâchis, mais plutôt de montrer qu'il y a un effort fait pour minimiser son impact. Je vais reprendre l'exemple de Hayak. En même temps c'est normal, c'est un youtubeur que je suis beaucoup, qui avait fait une vidéo sur la construction d'un grand 8 dans son salon. Donc voilà, ça c'est la petite montée tranquille, et juste au-dessus vous voyez la grande descente, c'est ça qu'on va tester. Cette vidéo est sympa et divertissante, le problème c'est qu'elle utilise beaucoup de matériaux pour un concept extrêmement éphémère. Parce que dans la vidéo, on ne peut voir que 2 passages. Peut-être que dans la réalité il y en a eu d'autres, même si j'en doute puisque les 2 passages sont très destructeurs pour le parcours. Le circuit n'a pas résisté, là il y a une énorme fissure dans le tuyau. Bon, en même temps, c'est vraiment juste après la pente, c'est l'endroit où il y a le plus de contraintes sur le rail. C'est vraiment une connerie, mais j'ai envie de le tester au moins une 2e fois, donc... Mais on sait qu'au-delà de cette vidéo, tout a été démantelé, puisque aujourd'hui, les pièces ont été refaites et il n'y a plus le grand 8. Donc on parle quand même pour cette vidéo de fabriquer un parcours, fabriquer un chariot, à travers toute la maison pour ensuite tout démanteler. Tout ça pour dire que je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur ce que peut représenter le gâchis sur YouTube et de ne pas le normaliser. Je pense aussi qu'il est nécessaire de faire part de transparence quant aux déchets générés par une production. Je ne pense pas qu'il y ait forcément un frein à la création à être responsable sur sa production. Bien évidemment, c'est facile pour moi qui vous parle derrière ma caméra de vous parler de déchets, mais beaucoup plus dur pour un youtubeur avec des grosses productions comme Amixem, Squeezie ou qui que ce soit d'autre. Néanmoins, il est de la responsabilité du public et des vidéastes de faire attention. Aujourd'hui, on a une explosion des vidéos à très gros concepts, ça s'accompagne souvent d'énormes besoins en matière. Contrairement au monde du cinéma, YouTube est bien plus individuel, il y a beaucoup moins de ressources partagées, que ce soit des décors, des accessoires ou quoi que ce soit. On a autant de youtubeurs que d'accessoires que de décors. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de faire attention aux déchets générés par l'industrie du divertissement. Car comme toute croissance soudaine, on n'a bien souvent pas tendance à prendre assez de recul vis-à-vis de la situation. Enfin voilà, il s'agit uniquement de mon avis, sur les déchets liés à la production de contenu sur internet. C'est un sujet qui mérite notre attention à tous, sur lesquels on doit être vigilant et transparent. La création doit rester certes accessible à tous, mais doit s'inscrire dans une dynamique durable. Pour finir, je terminerai sur une petite citation de Kenneth Boulding, celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini, est soit fou, soit économiste.